Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette séance d'échange que le gouvernement vous propose ce matin relativement à l'actualité, mais tout particulièrement relativement à la loi sur la chefferie traditionnelle dont notre pays s'est doté à l'initiative du gouvernement. Laquelle loi, vous ne le savez que trop, a fait l'objet de beaucoup de discussions dans vos colonnes, sur vos antennes, dans vos studios, et des discussions parfois, sinon souvent, éloignées des réelles motivations. Quand bien même vous avez eu, par nos soins, de la documentation pour pouvoir l'aborder de façon professionnelle, nous avons jugé utile, avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, de tenir cette session d'échange avec vous pour revenir globalement sur les tenants et aboutissants de cette loi et au soutien de nos personnes. Il y a les sachants, les techniciens qui ont travaillé d'arrache-pied pendant pratiquement 2 ans pour baliser le terrain à l'avènement de cette loi. C'est pour ça que le ministre Abimbola les a invités tout spécialement afin que, sur des préoccupations qui vous tiendraient à cœur, ils soient là, qu'ils soient nos arbitres entre vous et nous, parce que vous, parfois, vous portez la voix de contestataires ou des réclamations dont vous ignorez les fondements. Et nous, nous justifions que c'est ce qu'il fallait faire. Mais eux, ils sont davantage dans la neutralité liée au caractère technique et scientifique de ce qui a été fait. Et c'est pour cela qu'ils seront d'un appoint pour nous si les questions nécessitent qu'ils viennent à prendre la parole ici. Voilà ce que je voudrais dire pour planter le décor et laisser le pupitre au ministre Abimbola, qui a un mot introductif sur le sujet, à l'issue duquel vos questions pourront être reçues et nous nous emploierons à y apporter les réponses les plus convenables et les plus pertinentes, encore une fois, avec l'aide des membres de la commission scientifique qui a été mise en place par le président de la République. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du gouvernement. Mesdames et messieurs, le président Patrice Talon, conformément à ses prérogatives constitutionnelles et fidèle à la volonté politique de révéler le potentiel culturel de notre pays, a promulgué la loi 2025-09 du 3 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. L'avènement de cette loi historique constitue, à n'en point douter, une avancée que nombre d'acteurs communautaires, politiques et observateurs accueillent avec satisfaction. Il me plaît d'insister sur le fait qu'à cette étape de la révolution culturelle en cours, depuis 2016, le PAG affiche sa cohérence et sa rigueur, à travers notamment la dynamique qui est vraiment lancée à travers l'enracinement de notre vivre ensemble dans ce que nos traditions ancestrales, notamment la chefferie traditionnelle, ont de positif pour notre épanouissement. Le Bénin, ce monde que nous affirmons de splendeur, qui prend définitivement sa place dans le concert des grandes nations, en valorisant son passé glorieux, en assumant ses erreurs et en se projetant résolument et avec optimisme dans le futur. Ce Bénin nous rend fiers. Sous les bons auspices du porte-parole du gouvernement, je voudrais bien partager avec vous, hommes des médias, et à travers vous, avec nos compatriotes et tous ceux qui nous écoutent, les perspectives qui découlent de cette loi. Avant tout propos, qu'il me soit permis de saluer le courage et le soutien du peuple béninois et des composantes de la chefferie traditionnelle. Malgré les vicissitudes de notre histoire, nous avons été capables d'engager la restauration des formes d'organisation socio-politique comprenant les royaumes, les chefferies autonomes ou dépendantes appelées chefferies supérieures et les entités sociales à structure non centralisée appelées chefferies coutumières. De ces entités qui avaient à leur tête des chefs aux dénominations variées, chargés de garantir le bon fonctionnement de la société,
le maintien de la cohésion et du bien-être des membres de la communauté. Les acteurs à divers niveaux de la chefferie traditionnelle, les scientifiques de nos universités, les sachants, les acteurs politiques, les journalistes et les membres de la société civile ont répondu à l'appel du chef de l'État en reconnaissant que l'état des lieux de la chefferie traditionnelle présentait un visage peu reluisant, en reconnaissant qu'il était temps, il était grand temps de se lancer sur la voie de la restauration et de la valorisation de nos valeurs culturelles, identitaires et historiques. Après le vaste programme de construction et de réhabilitation des musées et des sites patrimoniaux, toujours en cours, après les travaux de réhabilitation et de construction de plusieurs palais royaux, toujours en cours pour certains, à la suite de la dynamique de construction de monuments à la gloire de nos figures historiques, les Agodier, nos Amazones, Bioguera, Tofa, Toussaint Louverture et j'en passe, le gouvernement est passé au courageux chantier de la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle. Le gouvernement a créé 4 agences de sauvegarde de la culture en fonction du maillage du territoire en grandes aires culturelles, Adjatado, Montagne, Grand Borgou et Yoruba. Aujourd'hui, nous avons franchi l'ultime étape de reconnaissance de la chefferie traditionnelle à travers le vote et la promulgation de cette loi historique. Je pourrais citer d'autres actions historiques comme la restitution des biens culturels, la valorisation des arts et de la culture, etc. En tout état de cause, la révolution culturelle béninoise est en marche. Mesdames et messieurs, la loi apporte une avancée significative qui entend faire jouer désormais à la chefferie traditionnelle le rôle qui est le sien dans l'édification d'un Bénin nouveau qui s'appuie sur son patrimoine pour aller à la rencontre des défis contemporains. Avec la précieuse contribution de la commission d'experts, dont je salue la présence du président, le professeur Bienvenu Akora, et évidemment du professeur Michaud Zohou, ainsi que du docteur Akoni, nous avons à l'arrivée 16 royaumes, c'est l'article 5 de la loi, parlant des entités centralisées, 80 chefferies supérieures pour évoquer les entités moyennement centralisées, dépendantes ou non, c'est l'article 6, et 10 chefferies coutumières en référence aux entités acéphales où pouvoir cultuel et pouvoir temporel sont cumulés, c'est l'article 7 de la loi. Et enfin, les chefferies communautaires qui désignent toute organisation sociale traditionnelle non répertoriée dans les 3 catégories précédemment citées. C'est l'article 8. C'est aussi le moment de remercier tous ceux qui ont permis à la Commission de mettre sereinement en œuvre la méthodologie scientifique qu'elle s'est fixée. Je pense à ceux qui ont favorisé l'accès aux sources écrites, archives nationales et étrangères, journal officiel, écrits scientifiques et universitaires, actes administratifs et juridiques, etc. Aux sources orales également et aux données archéologiques. Je pense aussi à tous ceux qui ont fourni de la documentation, à travers ou non des prétentions. Grâce à notre enthousiasme collectif, la Commission a pu rendre disponible la radioscopie de la chefferie traditionnelle durant la période précoloniale et des mutations à l'époque coloniale et postcoloniale, bien évidemment. La revue des catégories et de la typologie des pouvoirs traditionnels ayant existé jusqu'à la veille de la colonisation. Des données sur les us et coutumes en matière de chefferie traditionnelle dans notre pays. Des prérogatives requises pour la chefferie traditionnelle dans le contexte actuel. Et par la suite, le cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Désormais, nous avons le regard tourné vers les prochaines étapes. Je voudrais vous rassurer que les équipes techniques du ministère impliquées travaillent d'arrache-pied à la mise en place du cadre opérationnel et notamment des instances que sont la Chambre nationale de la chefferie traditionnelle, la Commission nationale permanente chargée du suivi de la chefferie traditionnelle. Pour y arriver, le gouvernement entend compter non seulement sur ses démembrements, préfecture, agence de sauvegarde de la culture, direction départementale de la culture, etc., mais aussi
sur les différents chefs traditionnels, sur les commissions socio-linguistiques régionales, sur la presse, bien évidemment, sur la société civile et, bien évidemment, sur les acteurs culturels. Chers journalistes, femmes et hommes des médias, à cette étape, je voudrais inviter nos compatriotes, toutes catégories socio-professionnelles confondues, à lire cette loi avec sérénité, à se l'approprier dans une approche objective, à se convaincre de la volonté du gouvernement d'accorder l'intérêt requis à toutes les communautés sans exclusive pour ce qu'elles ont été, pour ce qu'elles sont aujourd'hui et pour ce qu'elles sont amenées à être demain dans notre communauté nationale. Aucune trace de notre histoire commune ne saurait entrer dans l'oubli. Aucune tradition ancestrale ne sera négligée dans ce qu'elle a d'important à apporter à la nation. C'est aussi cela, le rôle des agences de sauvegarde et de l'Agence nationale du patrimoine touristique, l'ANPT. Voilà quelques mots que je voulais partager avec vous pour situer le contexte, pour vous dire la méthodologie et pour vous dire surtout les perspectives pour l'opérationnalisation de cette loi que je n'ai pas peur de juger historique dans notre pays. Je voudrais vous remercier infiniment. Puisque la loi elle est promulguée, elle s'impose à tout le monde. Alors qu'en sera-t-il dorénavant de nos rois qui ne sont pas reconnus dans leur statut, dans leur habillement, dans leurs véhicules immatriculés et tout ça? Comment ça va se passer dorénavant? De façon véritablement pratique, je voudrais savoir ce qu'il en sera. Dans la même dynamique, il y a la loi 1901, le droit d'association. Il y a des associations de rois dont les membres aujourd'hui ne sont pas forcément tous reconnus. Et il y a de nouvelles structures établies par la nouvelle loi. Alors, quelles pourraient être les interactions à ce niveau-là? Il y a un problème de clarification qui va s'imposer, me semble-t-il, à l'exécutif. J'ai deux petites questions. La première parle de l'interdiction faite aux chefs traditionnels de s'impliquer en politique. C'est présenté comme un garde-fou à travers cette loi. Alors, mais vous savez que dans une société où les pouvoirs symboliques interfèrent souvent avec les enjeux électoraux, quel mécanisme le gouvernement envisage-t-il pour distinguer l'autorité coutumière et influence politique réelle? Deuxième question, cette loi prétend combler un vide juridique ancien, mais face à la pluralité des modèles de chefferie au Bénin, royauté structurée, chefferie segmentée, autorité lignagère, alors pourquoi opter pour un modèle de reconnaissance rigide au lieu d'un processus graduel, consultatif et adaptable dans le temps? Au lendemain du vote de cette loi, il y a quand même un grand nombre de rois qui aujourd'hui ne sont pas reconnus certainement par la loi, qui ont estimé qu'en amont, pendant que les travaux qui ont conduit au vote de cette loi se faisaient, qu'ils n'ont pas été impliqués, qu'ils n'ont pas été associés. Je voudrais que vous leur donniez peut-être une réponse ici pour qu'ils comprennent ce pourquoi ils n'ont pas été impliqués et ils n'ont pas été associés aux travaux qui ont conduit au vote de cette loi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à l'avenir, on puisse affronter des moments d'attaque spirituelle entre eux? Je me pose la question. Merci. Tout à l'heure, le ministre a encore rappelé la charpente qui désormais régit la chefferie traditionnelle. Et pourquoi cette charpente? C'est-à-dire pourquoi nous avons 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Pourquoi avoir opté pour ça? Parce que la série de polémiques que nous avons aujourd'hui peut-être découle de ce que certaines ne se retrouvent pas dans cette charpente. Et pourquoi avoir opté pour ça? J'ai deux petites questions. La première, c'est la loi prévoit qu'en cas d'exaction, que les chefs traditionnels puissent écoper de sanctions. Et nous aimerions savoir, est-ce que les sanctions, justement, prévues par la loi, l'exécution
de cette sanction-là ne pouvait pas être mise à la charge des conseils de désignation au niveau des royaumes. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand on sait le rôle que les chefs traditionnels et les rois ont joué dans la vie politique avant la colonisation, et quand on sait aujourd'hui qu'ils sont en train d'être mis entre griffes sous la tutelle de la préfecture, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dégradation de leur impact quand on considère peut-être la position encore de certains chefs traditionnels, notamment dans certaines régions du pays, surtout au nord, où on sait que leurs décisions semblent, je dis bien semblent, primer sur certaines décisions politiques. Et au-delà de ça, si d'aventure il devait arriver qu'une situation amène à destituer, je le dis comme ça, à destituer un roi, est-ce qu'on va devoir assister à la présence d'ex-rois désormais au Bénin, quand on sait que par le passé, quand on est roi, on l'est à vie? On a catégorisé d'abord, on a parlé de chefferie traditionnelle. On n'a pas dit que c'est une loi qui porte cadre juridique des royaumes. On a dit de la chefferie traditionnelle. Donc dans la chefferie traditionnelle, il n'y a pas que des royaumes. Donc c'est pour ça que nous avons catégorisé. Il y a des critères pour qu'on puisse être considéré comme un royaume. Les critères sont objectifs. Donc vous pouvez être un chef traditionnel et ne pas remplir tous les critères pour être considéré comme roi. Mais néanmoins, vous demeurez un chef traditionnel. Et c'est ça qui amène la classification des chefs supérieurs. Vous avez par ailleurs, dans pratiquement une région de notre pays, la Takora Ouest et la Donga, vous avez effectivement une autre organisation plus clanique. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs les organisations acéphales. C'est-à-dire que vous n'avez pas un chef qui centralise tout et ce n'est pas la même organisation verticale, en réalité, au niveau de ces régions de notre pays. Et on aurait pu dire des chefferies claniques, mais nous avons estimé qu'au XXIe siècle, utiliser l'expression clanique aurait été mal peut-être accepté ou compris par certains. Et donc nous nous sommes entendus avec eux et d'autres pour appeler ça la chefferie coutumière. Mais sinon, c'est les régions où nous sommes organisés en clans. Donc c'est une réalité de notre pays. Parce que certains ont dit qu'on a inventé une nouvelle catégorie de chefs. Cette organisation existe. Et cette organisation, on les appelait les chefs de clan. Donc c'est les chefs de clan qu'on appelle désormais les chefs coutumiers. Tout simplement pour être dans un langage beaucoup plus actuel, moderne et républicain. Donc, nous avons dit que si vous n'êtes ni royaume, ni chefferie supérieure, ni chefferie coutumière, vous êtes ipso facto dans la chefferie communautaire. Donc, nous ne découronnons personne. Je le redis, nous ne découronnons personne. Si quelqu'un, depuis 6 mois, depuis 6 ans, depuis 60 ans, se promène avec tous les attributs de roi, ou en tout cas il était présumé roi, aujourd'hui nous ne lui disons pas il ne faut plus vous promener avec les attributs. On dit tout simplement vous n'êtes ni chef supérieur, ni chef coutumier, ni roi, vous êtes chef communautaire. Donc voilà pour ceux qui ne sont pas reconnus. Donc tous ceux à qui vous pensez, ou dans vos différents villages ou régions, dites-leur d'être rassurés, puisqu'on les reconnaît toujours comme chefs, mais comme chefs communautaires. Alors, l'association des rois pour la cohabitation avec les nouveaux organes. Vous savez, jusqu'à présent, il y avait 2 fêtières de rois. Dans ces fêtières, avec qui nous avons travaillé en amont, qui vous souviennent, parce que la commission a travaillé en fait 3 années. Mais avant que la commission scientifique ne commence à travailler, il y a eu un travail en amont. Et vous vous souvenez que le chef de l'État avait reçu justement tous ces chefs, tous ces rois, à l'époque, dans une audience qui avait été assez médiatisée. Donc le travail a commencé bien avant. Je vais vous dire même que au niveau scientifique, le travail a commencé depuis 2012.
puisqu'on a publié un premier livre référence qui s'appelle « Historicité des royaumes et espaces de pouvoir », je peux me tromper sur le titre, sous l'égide à l'époque du professeur Félix Iroko. Il y avait 15, les plus grands historiens béninois, les 15 plus grands historiens béninois ont contribué à cet ouvrage référence en 2015, et ça a été corrigé, réédité. Donc ce travail a commencé depuis un moment, donc on ne s'est pas réveillé du jour au lendemain pour, entre guillemets, inventer tout ce qui a été dit là. Donc si vous prenez bien, vous verrez que c'est un travail de plus d'une décennie qui vient d'aboutir. Donc les nouveaux organes, la loi a prévu de nouveaux organes. Donc tous les rois qui étaient dans les deux faîtières vont évidemment migrer le moment venu dans ces nouveaux organes prévus, notamment la chambre qui est prévue pour la chefferie traditionnelle. Alors l'interdiction, oui, l'interdiction est formelle, définitive et catégorique en ce qui concerne la politique. Donc les rois ne doivent pas adhérer à un parti politique et ne doivent pas être des élus. Mais les rois demeurent des citoyens. Donc on ne dit pas qu'un roi ne doit pas voter. On ne dit pas qu'un roi ne doit pas avoir son opinion. Mais on dit qu'un roi ne doit pas être actif sur la scène politique. Il y a une nuance, bien évidemment, et cette nuance-là, nous serons tous témoins, et les autorités étatiques et judiciaires seront là le moment venu pour apprécier, bien évidemment. Et vous savez que c'était même impératif qu'il y ait cette étanchéité, puisqu'une partie de la désorganisation que nous constations était liée aux faits politiques. Vous avez un roi qui était plutôt favorable à mon compétiteur politique, eh bien je suscite d'une façon plus ou moins directe un roi rival qui est plutôt favorable, disons, à ma chapelle. Donc ça c'est vu, c'est connu, vous le savez très bien. Donc nous voulons arrêter cela, parce que ça n'honore ni notre pays et encore moins les rois, bien évidemment. Vous avez posé la question de pourquoi un modèle rigide et pourquoi pas un modèle graduel. Alors je veux comprendre, est-ce à dire que vous pensez qu'on va continuer de créer des royaumes? J'ai pas compris. Ou, disons, par quel mécanisme on crée des royaumes? Donc si c'est graduel, et qu'aujourd'hui je dis qu'il y a 16 royaumes, et que vous dites qu'il fallait ne pas être rigide, est-ce parce que je vais espérer que dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je sois à 50 royaumes? Je n'ai pas compris. Donc il faut peut-être me préciser votre pensée, puisque ce n'est pas à l'État de créer un royaume. Nous avons constaté les royaumes. Et il ne vous a pas échappé que nous ne sommes plus dans un royaume. Nous sommes en république. Donc, vous ne voulez quand même pas que ce soit les rois qui soient au-dessus de l'État. Nous sommes en république. Il faut que ce soit très clair, sans hypocrisie. Nous sommes en république. Le Bénin n'est pas un royaume. C'est parce que nous estimons qu'ils sont détenteurs d'un patrimoine immatériel, détenteurs de la connaissance de nos us et coutumes, et qu'ils ont un rôle à jouer dans cette valorisation de notre patrimoine, de notre histoire, de notre culture, que la Constitution l'a constaté d'abord, et que maintenant nous déclinons à travers la loi. On va prendre après des décrets et des arrêtés pour opérationnaliser. Il faut que ce soit très clair. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'être roi ou ministre ou député avant d'être influent. Vous pouvez être dans votre village, être un simple citoyen et être très influent dans votre village. Donc oui, le roi peut être influent. Alors, les rois non reconnus n'ont pas été associés. Bon, là également, le président de la commission va y revenir avec ses membres éventuellement. Mais l'idée, ce n'était pas... Est-ce que vous connaissez un roi, ou présumé, ou prétendu par le passé, qui va vous dire aujourd'hui, oui, en fait, je ne suis pas roi? Donc si je devais faire ce que vous me proposez là, je vais constater que j'ai 1000 rois. Il y a une commune qui n'est pas très loin de Cotonou, dont je ne vais pas donner le nom, où on a dénombré, quand on a commencé ce travail, de façon déclarative, il y avait 100 rois, dans une commune d'à peine 100 000 habitants. 100 rois. Oui, rois.
Oui, puisque chacun dit qu'il est roi. Et nous connaissons des rois sans royaume et des royaumes avec plusieurs rois. Donc, si vous voulez que moi j'aille leur demander « Es-tu roi ?» je n'ai pas besoin de leur poser la question, ils sont tous rois. Mais ce n'est pas à moi, ministre, d'en décider. C'est pour ça qu'on a mis en place une commission technique de scientifiques sur des critères objectifs qui ont pu apprécier si effectivement c'est des rois ou pas. Vous avez des gens qui portent des noms de chefs de culte. Vous avez des gens qui, même dans leur titre de roi, portent des noms de chefs de culte. Et ils disent qu'ils sont rois. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous avez des gens qui, dans leurs prétentions, disent qu'ils existaient depuis 1600 et quelques, mais ils disent qu'ils sont au 8e roi. Donc je ne sais pas si chaque roi a fait un siècle. Donc vous avez vraiment des cas où si vous nous demandez, moi je ne veux ridiculiser personne, donc je vais m'en arrêter là, mais nous devons faire un travail sérieux. C'est pour ça que j'ai dit quelque part que l'approche n'est ni sociale, ni politique. C'est une approche scientifique, purement scientifique, seulement scientifique. Alors, le risque d'affrontement spirituel. Bon, de toute façon, puisque ce n'est pas un roi tel qui a dit tel autre n'est pas roi. Donc il n'y a pas de raison. Et là, c'est le pays qui agit. Les sanctions. Oui, les sanctions, vous verrez que dans les sanctions, il n'y a pas de destitution. Ça n'existe pas dans la loi. Donc on ne destitue aucun roi, même si effectivement il contrevenait gravement. Mais on va retirer à ce roi la reconnaissance de l'État. Je dis bien au roi, pas au royaume. Donc le royaume existe toujours. Donc ce n'est pas le royaume qui a posé des actes, c'est l'individu roi qui a posé des actes. Donc si moi je ne reconnais plus en tant qu'État l'individu roi qui a violé les textes gravement, les textes de la République, bien, à charge justement pour ce royaume et leurs instances, ou de laisser comme ça, jusqu'à ce qu'il meure de sa mort de roi, ou qu'il constate et ils en tirent les conséquences pour désigner le roi suivant. Donc il n'y a pas de contradiction du tout. Alors, les sanctions sont nécessaires, une fois encore, parce que nous sommes en République et que tout le monde est soumis aux lois de la République. Je pense que sur ça, il faut que ça soit clair définitivement. Hommes politiques chefs traditionnels et je ne sais pas trop quoi, détenteurs de pouvoir que mon ami a repéré tous. Nous sommes tous sous le coup de la loi, y compris les journalistes d'ailleurs. Même si eux, ils peuvent dire après que c'est pour la liberté de la presse. Mais le juge fera le distinguo. Voilà. Nous sommes tous soumis à la loi de la République. Chers amis, journalistes, je ne suis pas habitué à cet exercice. Je prépare les amphis. Mais, comme je suis astreint à répondre à vos questions, je vais dire les choses en général et mes coéquipiers pourront venir compléter au besoin. La question qui est posée est de savoir pourquoi les gens protestent et vous relayez ces protestations naturellement. Ils disent on ne les a pas consultés. Nous avons travaillé 2 ans, sinon presque 3 ans. Mais on ne va pas poser des questions dont on a déjà les réponses. On nous a confié une mission, nous avons un délai pour rendre notre travail. Et je ne vais pas aller voir quelqu'un qui ne répond pas aux critères pour lui demander s'il est roi. Non. Je vais faire mes enquêtes parallèlement. Donc nous avons mis sur pied dans la commission des sous-commissions qui sont allées dans toutes les régions du Bénin. Et avant de partir, nous avons donné
une direction de travail à ces sous-commissions-là. Le colonisateur est venu dans ce pays en 1894, ils ont pris tout le sud. 1897, ils sont allés dans le nord et ils nous ont vaincus. La commission s'est préoccupée de savoir à cette date précise quels sont les royaumes et les chefferies qu'il y avait à cette période-là. Et on a identifié ces royaumes et ces chefferies. Le colonisateur est arrivé, il a nommé des agents, ses propres agents administratifs, pour diriger sa colonie. Il a nommé donc des chefs qu'il a appelés des chefs cantons, des chefs de canton et autres, dans tout le Bénin, le territoire du Bénin, ce qu'on appelait Dahomey à l'époque. Et puis, ces chefs cantons devraient rendre directement compte aux colonisateurs, aux gouverneurs. Quelles sont les attributions? 3 essentiellement. 1. Prendre des impôts de gré ou de force aux populations qui sont dans leur juridiction. 2. Recruter de gré ou de force des populations pour les travaux forcés. 3. Recruter de gré ou de force des jeunes gens valides pour les enrôler dans l'armée, pour faire la guerre aux côtés de la France pour défendre la patrie. C'est comme ça que ça s'est passé historiquement. Donc, ces chefs cantons étaient essentiellement des administrateurs aux côtés de l'administration coloniale. Et la commission est allée, a fait ses enquêtes jusqu'aux archives nationales. Et nous avons compté plus de 150 chefs cantons qui ont maillé toute la colonie du Dahomey. Le problème, comment on appelle un chef canton dans les langues nationales? Les chefs cantons disent qu'ils sont rois. Vous comprenez? À partir de ce moment-là, dès que nous avons eu l'indépendance, ces chefs cantons continuaient de se considérer dans la plupart des régions, dans certaines, comme des rois. Donc il se pose là un problème juridique, puisque même en tant qu'administrateur associé des colonies, au profit du colonisateur, ils avaient un salaire. Et dans l'évolution des choses, lorsque le colonisateur s'est senti à l'aise dans sa colonie, il a mis fin officiellement par décret à tous ces chefs cantons-là. Mais les chefs cantons ne respectaient pas ça et continuaient dans le fin fond de nos villages à se faire considérer comme rois et utilisaient toujours leur force. Donc la commission n'a pas jugé utile d'aller les contacter pour dire nous avons une mission de répertorier les rois. Nous savions à l'origine qu'ils ne sont pas rois. Voilà la question. Ce qu'on nous reproche surtout à la commission. Dans notre rapport, nous avons été aux archives nationales et nous avons photocopié les décrets qui les ont fait chefs canton et nous avons photocopié les décrets qui les a démis de leur fonction de chef canton. Je pense que c'est ça qui est scientifique. Donc, tous ceux qui se sont autoproclamés rois depuis après 1894 pour le sud, 1897 pour le nord, nous ne les avons pas comptabilisés comme rois. Et
au moment où nous faisions notre travail, il y avait plus de 300 rois. Alors, vous voyez, c'est ça le caractère ubuesque de la situation. Et la République, à un certain moment, est otage. Visiblement, scientifiquement parlant, notre système démocratique a été pris en otage par ces gens de forfaiture. Et je pense que le gouvernement a eu totalement raison de mettre fin. Il fallait savoir réellement qui est roi et qui n'est pas roi. Et la seule manière scientifique de le dire, c'est quels sont les royaumes qui existaient à l'arrivée du colonisateur. Tous les royaumes qui ont été créés par des individus, après, nous n'en avons pas tenu compte. Voilà ce que je peux dire globalement. Et ça, c'est la contradiction principale entre tous ceux qui se prévalent le roi et la commission. Alors, scientifiquement, vous dites que vous êtes roi, on veut bien. Vous créez une ONG. Et l'ONG désigne en son sein des gens qui ont le pouvoir de consacrer d'autres personnes rois sous la République. Et ça s'appelle ONG. Et ça passe comme lettre à la poste. Vous voyez, il fallait mettre fin à cette pagaille-là. Et je pense que, en notre âme et conscience, nous avons fait notre travail de façon très rigoureuse, avec des critères qui sont tout à fait scientifiques. Nous avons suivi beaucoup de pression. Juste sur la toute dernière phrase du professeur président, mon professeur au passage, quand il parlait de 1400, il y a mieux, puisqu'un royaume à l'intérieur de la ville de Poïcon se dit être créé en 1203. Pour quelqu'un qui connaît un peu l'histoire, nous sommes au début du XIIIe siècle. 1203, est-ce que le Dahomey, donc le Bénin d'aujourd'hui, ça valait quoi? On était encore à l'époque des empires médiévaux. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, nous tous on a fait les coups primaires, les fameux empires du Ghana, du Songhai et du Mali. Voilà, des choses du genre, il y en a plein, hein. Bon, c'est des détails. Le professeur a longuement parlé tout à l'heure de l'administration coloniale. Il a mis l'accent sur les cantons. Juste une petite précision pour les hommes de la presse. C'est par la loi numéro 5936 du 31 décembre 1959 que le canton a été supprimé. C'est officiel. On peut vous en donner copie. Mieux, le décret du 14 avril 60 dit clairement que tous ceux qui étaient chefs de canton, jusqu'à cette époque-là, on les laissait continuer leur œuvre. Mais lorsqu'ils décèdent, ils ne sont pas remplacés. C'est comme ça qu'on a fini avec cette affaire-là. Et conclure là-dessus en disant que l'administration cantonale n'est pas une administration de type traditionnel. Point. Alors, le professeur a longuement expliqué tout à l'heure la borne chronologique que nous avons donc suivie, celle de 1894 pour la partie méridionale et celle de 1897 pour la partie septentrionale. Tout simplement, comme il a expliqué, parce que à ce moment-là, nos sociétés étaient gérées suivant un certain nombre de règles. Donc, il y avait des entités qui existaient. Mais le colon, lui, il avait besoin de désarticuler ces entités pour pouvoir asseoir son autorité. Et ça, il a parfaitement réussi. Donc, reconnaître une entité créée après ce marquage chronologique serait rentré dans d'autres considérations. Sur la question de la charpente que M. le ministre a traitée, il convient quand même de préciser les critères. Il y en a eu 3, et ces critères, vous pouvez les retrouver très facilement dans l'ouvrage que M. le ministre a d'ailleurs indiqué tout à l'heure, à savoir historicité et espace de pouvoir traditionnel au Bénin. Alors, les 3 critères sont les suivants. Le tout premier, c'est l'espace géographique couvert par l'entité en question. Important. Deuxième critère, le type de pouvoir et son niveau de
concentration. Petite parenthèse, quand vous prenez ma famille, le dad de chez moi est un chef. Il a un pouvoir. Mais quel est le degré de concentration de ce pouvoir? C'est des questions purement techniques. Il faut rentrer dans les détails pour apprécier. Le troisième et dernier critère, c'est le type de société et son niveau de différenciation. Lorsque vous appliquez ces trois critères à toutes les entités que nous avons, la catégorisation découle, elle naît logiquement. Vous avez des entités très centralisées que nous avons donc appelées les royaumes. Vous avez des entités faiblement centralisées, ce sont elles les chefferies supérieures. Il y en a d'autres qui ne sont pas forcément dépendantes d'un royaume, donc qui étaient vraiment autonomes, mais qui sont très faiblement donc, centralisées. Et M. le ministre a suffisamment expliqué la particularité que nous avons observée dans la Takora ouest et la Donga nord. Voilà les petits détails que je voudrais ajouter. Je vous remercie. Je voudrais dire que nous avons également un problème de langue. Je m'explique. Roi, c'est du français. Chef, c'est du français. Quand chez nous, en fond, le roi, on l'appelle Dada, je crois. Hein? Mais à part le Dada, vous avez les Da, vous avez des tas de gens. Quand on lui dit de dire en français qu'est-ce qu'il est, il va dire quoi? Je suis roi. On a chez nous, chez les Yoruba, on a Oba. Et après, vous avez des balais et d'autres types de chefs. Quand vous demandez un balai en français, c'est quoi votre titre? Que voulez-vous qu'il dise? Je suis roi. Donc ça peut vous permettre déjà de comprendre, en plus de ce qui a été dit par rapport aux chefs cantons et autres, pourquoi est-ce que nous avons tellement de gens qui revendiquent. Parce qu'en fait, si on avait fait la loi dans nos langues nationales, ça aurait été beaucoup plus simple pour les uns et les autres de comprendre ce dont il s'agit. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Bien, c'est parfait. Merci de nous avoir simplifié les choses. Quand les scientifiques ils parlent, il n'y a pas de querelle politique. Ce n'est pas la mouvance, ce n'est pas l'opposition. La science, en principe, elle n'a pas de coloration politique. Et donc, c'est tellement clair maintenant. Il faut peut-être ajouter quelque chose, parce que quand les historiens sont passés et qui vous ont dit, des gens qui demandent de ressusciter leur royaume, réel ou prétendu, nous tous, au moins ici, on a le niveau, parce qu'on l'a appris et on sait que dans l'histoire des royaumes, lorsque les guerres de conquête se faisaient, celui qui a vaincu l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il le vassalise ou il l'incorpore à son territoire, donc vous avez disparu. Et l'autre devient plus grand, impose sa culture, ses us. Et ce n'est pas parce que le colonisateur est venu mettre fin à cette dynamique que celui qui a été vaincu des dizaines d'années, ou aujourd'hui on dirait des centaines d'années plus tôt, va demander à l'occasion d'un travail scientifique de le ressusciter. Donc, je crois que quand on a entendu tout ça, il y a une constante qui se dégage et qu'il faut saluer. C'est le souci d'organiser notre pays sur des bases modernes, sur des bases scientifiques, sur des bases objectives. De tout temps, on s'est plaint du désordre qu'il y avait dans ce secteur, entretenu par les acteurs politiques ou par des individus qui y avaient intérêt. Je ne saurais en rajouter à tout ce que le ministre Abimbola a dit et bien dit pour décrire cette situation-là, et nous travaillons à y mettre fin. Je crois que s'il y a une justice à rendre au chef de l'État, à son gouvernement et à l'Assemblée qui a voté la loi, on peut oublier les membres de la commission aujourd'hui, parce que vous savez que quand on a construit une maison et qu'on vient l'inaugurer, souvent on ne pense pas aux architectes et aux porteurs d'eau, aux ouvriers qui ont été là. Hein. On voit seulement celui qui a donné l'argent, on ne pense même plus aux maçons. On voit le propriétaire, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, c'est de saluer tout cela. Saluer le courage. Le courage. Il en faut, surtout dans notre contexte. Il en faut pour oser aborder des chantiers aussi délicats que
ce dont relève la chefferie traditionnelle dans notre pays. Et on peut espérer que maintenant que les lignes claires ont été tracées, que tout est définitivement clarifié, on peut espérer que ce soit parti pour de bon. Dans tous les cas, pour compter du 3 avril 2025, plus personne ne viendrait vous dire « j'ai créé un royaume » ou « je suis le nouveau roi de tel royaume » qui n'existait pas ou qui a pu exister. Vous avez les éléments aujourd'hui pour y répondre. Et je voudrais vous rassurer que, conformément à ce que nous avons retenu avec le ministre Abimbola, cette conférence de presse ne sera pas la dernière activité pour informer largement l'opinion des tenants et aboutissants de ce travail. Il y aura d'autres prises de parole, notamment sur vos antennes, dans vos colonnes. Et les membres de la commission et des cadres techniques qui ont la matière sont préposés pour aller à votre rencontre et répondre aux préoccupations que vous auriez encore, ou vos collègues qui ne sont pas ici, ou plus généralement les populations elles-mêmes. Voilà ce que je voudrais ajouter pour vous remercier au nom de mon aîné, le ministre Abimbola, les membres de la commission d'avoir été à nos côtés. Merci beaucoup d'avoir été là et puis à la prochaine.